Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saga en vidéo plus BD consacrée aux nouveaux textes européens en matière de sécurité, et notamment de sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, nous allons, après avoir vu ce que c'était que la directive entité critique, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le dur du sujet avec les obligations qui s'imposent aux États et qui s'imposent aux entreprises, aux administrations, aux associations qui vont se faire désigner en qualité d'entité critique. Si ce machin veut bien marcher, oui, donc bienvenue, je suis super avocat. Vous voyez, on a développé une expertise tout à fait particulière avec Clara qui assure la partie technique avec talent de ces enregistrements vidéo. Voilà, on est aussi responsable de la sécurité des systèmes d'information et on a suivi une formation spécifique ISO 27001 de manière à être capable de produire des annexes sécurité qui soient auditables et qui ne soient pas contestables. Et du coup, on en profite pour écrire en parallèle tous les contrats IT en B2B, hein, entre professionnels, avec un gros focus sur la cybersécurité. Eh bien, comme l'épisode précédent et comme les suivants, vous avez le droit de consulter en ligne, de visionner les slides ou de visionner les vidéos. Vous n'avez pas le droit de les télécharger, bien sûr. Et tout est enregistré, tout est illustré avec l'autorisation des éditions Delcourt et des éditions Soleil. Voilà, donc je vous l'ai dit la dernière fois, le fléau des dieux, ce sera pour illustrer les entités critiques essentielles et importantes, donc la directive entité critique et la directive NIS 2, on a fait un bloc là-dessus. On illustrera les quelques propos à propos de DORA, donc du règlement DORA sur les entités du secteur financier, avec un Hercule tout à fait futuriste. Tous nos rappels et nos renvois sur la législation française LPM, loi de programmation militaire, les OIV et les systèmes d'information d'importance vitale, eh bien, ce seront les soldats de la grande armée de l'empereur en train d'envahir l'Europe de l'Est entre 1809 et 1812. Donc, ce sera les cavaliers du 2e régiment de chasseurs à cheval. Et bien sûr, lorsqu'on évoquera la directive Nice 1, la directive Nice de 2016, ce sera illustré avec la Nef des Fous. Donc, une fois que vous aurez pris vos marques sur ces différents univers de BD, vous pourrez vous y retrouver assez facilement. Voilà, donc dans l'ordre d'adoption par l'Union européenne, 14 décembre 2022, publication au JO de l'Union le 27 décembre suivant. Donc DORA, secteur financier, Nice 2, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et nous terminons ce deuxième épisode sur la directive résilience des entités critiques. Voilà, avec ce rappel que je vous ai fait dans l'épisode 1, j'insiste pas. Donc le plan, on a vu entité critique, les objectifs, qui est concerné, et aujourd'hui nous allons rentrer dans l'étude des obligations particulières. Avec, retenez bien cette distinction hein, qui est vraiment essentielle pour comprendre comment marche tout ce bazar. La directive résilience des entités critiques, c'est de la sécurité physique des installations, des bâtiments, des infrastructures. Globalement, ça va être de mettre des clés sur les portes et de vérifier qu'ils rentrent dans les bâtiments. Ça va être un peu plus détaillé, vous allez voir. Là où la partie cybersécurité, protection des systèmes d'information, eh bien, on verra le régime NIS 2 très en détail en 6 épisodes et probablement à la rentrée de septembre, DORA. On vous préparera aussi une série d'épisodes, mais DORA, c'est une dérogation spéciale par rapport à NIS 2. C'est vraiment spécial entité du secteur financier. Voilà, les entités du secteur financier DORA, donc illustrées avec Hercule, dont je vous parlerai à peine aujourd'hui. Donc pareil, on va essayer de retenir les catégories, qui est dans quelle catégorie, comprendre les modes de désignation, ça on l'a vu. La maîtrise du calendrier d'entrée en vigueur de Critical Entities, on l'a vu. Le risque de sanction, ben, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui, ce sera dissuasif. Et là, on va s'intéresser surtout aujourd'hui aux obligations de sécurisation, d'un côté pour les États et de l'autre côté pour les entités, personnes physiques ou morales. À mon avis, ça va surtout être des personnes morales qui vont être désignées. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, les obligations pour les États et dans un premier temps et pour les entités critiques dans un deuxième temps. Alors, comment c'est écrit en détail dans la directive Critical Entities? Vous voyez des extraits du texte choisi, des morceaux choisis pour essayer de bien comprendre. Vous voyez avec toujours la numérotation qui a été conservée
par rapport au texte, hein, là on est dans l'article 1er de la directive, il s'agit pour les États membres d'imposer, enfin c'est imposé aux États membres. Donc les États, la France va être obligée d'adopter des mesures spécifiques visant à garantir que les services qui sont essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales soient fournis sans entrave. D'accord? Et notamment l'obligation de recenser les entités critiques et l'obligation d'aider, alors c'est écrit comme ça, c'est assez étonnant, aider les entités critiques à s'acquitter des obligations qui leur incombent et non pas qui leur décombent, pour ceux qui se souviennent de ce sketch magnifique des Inconnus d'il y a quelques années. Donc, vous voyez, déjà, c'est des obligations sur les États et après, c'est imposé aux entités désignées par les États des obligations visant à renforcer leur résilience et leur capacité à fournir les services. Donc, par cette notion de résilience, comprenez deux choses, c'est résistance à des pannes ou à des attaques et capacité à rétablir le fonctionnement des services dont nous avons vu la liste, hein, énergie, l'eau, l'alimentation et tous les services numériques. Pour plus de détails, pardon, voyez l'épisode 1 de la semaine précédente. Alors, pour les juristes, les plus acharnés, on a une série de définitions légales. On vous a pas mis, la totale, on vous en a mis 6. Si vous ne lisez que la partie surlignée en noir, vous allez très bien comprendre la manière dont c'est écrit. C'est quoi ce texte? Résilience des entités critiques, c'est la capacité à prévenir tout incident, tout événement, tout incident. Vous voyez, le vocabulaire va un peu évoluer, mais c'est bien la même chose. Pour s'en protéger, lesquels incidents pourraient perturber ou seraient susceptibles de perturber. Alors ça, c'est du grand classique dans les textes de l'UE, c'est menace actuelle ou menace potentielle. Et on parle bien des infrastructures critiques. C'est quoi une infrastructure critique? Un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système ou une partie d'un bien qui serait nécessaire à la fourniture d'un service essentiel. Et ces services essentiels, quels sont-ils? Et bon, il y a un nouveau terme qui arrive, crucial. Un service crucial pour le maintien de fonctions vitales, la santé publique, la sûreté publique ou l'environnement. Donc, vous voyez, ça tape très large et je vous passe la notion de risque. Maintenant, pour arriver à comprendre l'esprit global, parce qu'on ne va pas vous faire le régime détaillé de la directive résilience entité critique, on va attendre bien sûr que la France transpose le texte pour rentrer peut-être, si nécessaire, dans le détail. Mais retenez le premier truc, c'est que chaque État membre, donc la France, dans notre petit pictogramme bleu, blanc, rouge, va avoir, comme les 26 autres États membres, l'obligation d'adopter une stratégie et de mettre en œuvre une analyse de risque. Donc, on fait une analyse de risque au niveau de l'État et on écrit sa stratégie de protection des infrastructures critiques. Alors, cette notion d'analyse de risque, c'est quoi? Vous voyez, c'est pareil, une citation. Alors, vous avez le centurion de cette armée romaine futuriste qui vous le dit. On vous parle bien des risques physiques. Et c'est quoi? Évaluation des risques naturels et d'origine humaine, les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique, alors là, on pense tout de suite au Covid-19, les menaces hybrides, bon, c'est quand il y a des menaces numériques et en même temps physiques, bref, c'est pas très bien défini dans le texte, ou, des fois qu'on en ait oublié une, les autres menaces antagonistes, dont les infractions terroristes. Alors là, vous voyez systématiquement, comme on l'a vu dans l'épisode 1, cette notion de menace terroriste, les menaces d'attentats physiques contre les infrastructures critiques. Souvenez-vous de ce qui est arrivé, par exemple, au pipeline Nord Stream, dans la mer du Nord, où il y a eu un sabotage et des explosions. Et aujourd'hui, ce gazoduc n'est plus opérant. Donc, c'est bien une infrastructure physique, technique qui a été endommagée. Eh bien, la réponse de l'UE, c'est cette désignation des entités critiques et l'obligation de protéger les infrastructures critiques. Voilà, si vous voulez un peu de détails, alors là, c'est un cauchemar à lire. Donc, l'Union européenne impose aux États de faire une évaluation des risques générales, donc une évaluation générale des risques, d'autres évaluations des risques pertinents, d'accord,
mais aussi les risques pertinents qui découlent de la mesure dans laquelle les secteurs figurant à l'annexe dépendent les uns des autres. Voilà, ça commence à être cauchemardesque. Et des informations sur les incidents notifiés, puisque bien sûr, s'il y a des incidents, on va essayer de les remonter au niveau de l'UE pour être capable de les gérer et de les traiter au niveau de l'UE pour que ça n'arrive éventuellement qu'une fois ou que les autres États membres soient capables derrière de réagir de manière coordonnée en cas de menaces structurantes, de menaces critiques sur nos infrastructures, à nous, Européens. Là où ça devient très compliqué à lire, c'est que cette notion de stratégie des risques qui est imposée aux États, vous voyez, il y a un calendrier particulier. Je vous ai parlé la semaine dernière, dans le premier épisode, du calendrier de transposition. Donc là, on a une date à octobre 2024. Mais pour les stratégies de risque des États, là, on a une date au 17 janvier 2026, avec en plus une obligation de mise à jour au moins tous les 4 ans, c'est-à-dire tous les 4 ans ou plus fréquemment, avec une disposition qui prévoit que mise à jour substantielle, quand elles sont faites par un État membre, eh bien, obligation de les communiquer à la Commission de Bruxelles dans les 3 mois de leur adoption. Donc, vous voyez déjà l'État, à son niveau, a du pain sur la planche avec un calendrier bien sûr un peu large, puisque si pour nous Français, ce n'est pas un énorme problème grâce à la loi de 2005 sur les OIV, et voilà, mais tous les pays européens ne sont pas forcément au même niveau de protection et de prise en compte de la protection de leurs entités critiques et des infrastructures critiques. Donc on laisse à tout le monde le temps de faire. Voilà, donc il y en a pour 3 ans. Alors maintenant, ce qui est compliqué dans le régime entité critique, c'est le système de recensement et de désignation obligatoire. Puisque ce qu'on peut lire à l'article 2.1 de cette directive, c'est qui sont les entités dites critiques. Eh bien, ce sont des entités publiques ou privées, hein, comme d'habitude, qui ont fait l'objet d'une désignation officielle par un État membre en fonction des catégories qu'on a vues dans le premier épisode. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la directive entre en vigueur ou doit être transposée au mois d'octobre 2024. Vous voyez, je ralentis le débit parce que je n'arrive plus à m'y retrouver malgré les slides. Mais ça n'est qu'à partir du 17 juillet 2026, c'est encore une autre date, les États membres recensent les entités critiques, ils en dressent une liste. Il faut notifier évidemment aux entités critiques concernées la liste et on informe Bruxelles de cette liste. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il est précisé, donc à l'article 6 de cette directive, que les États membres informent les entités critiques des obligations qui leur incombent, des fois qu'ils ne sachent pas bien lire ni la directive ni la loi, et de la date à partir de laquelle les obligations sont à mettre en œuvre de manière effective. Donc, vous voyez, il y a une sorte de suspicion de la part de l'UE devant des obligations qui risquent d'être assez lourdes à mettre en œuvre pour des pays qui sont loin de ce niveau de protection de leurs infrastructures critiques. Alors, pour ce qui est des entreprises, des administrations ou des associations qui peuvent être concernées, donc les entités, il y a 3 critères de base qui sont prévus à l'article 6.2 la directive, donc ils vont être obligatoires dans toutes les lois de transposition. Évidemment, il faut que l'entité critique fournisse un ou plusieurs services essentiels, soit dans son État, dans son pays, soit au profit de plusieurs États membres. Hein. C'est toujours comme ça que fonctionnent tous ces textes européens. Donc c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faut que l'entité concernée exerce évidemment son activité sur le territoire d'un État membre et que l'infrastructure critique soit située sur le territoire de l'UE, soit sur son territoire, soit sur un territoire d'un autre État de l'UE. Et le troisième critère, il faut qu'un incident soit susceptible d'avoir un effet perturbateur important, soit au niveau national, soit au niveau de plusieurs États de l'Union européenne. Voilà. Ce sont les 3 critères obligatoires que chaque État membre doit appliquer pour désigner ses propres entités critiques. Donc, logiquement, maintenant, on attend la liste des entités critiques et vous voyez dans le phylactère de cette slide, ça reste un grand mystère puisque pour l'instant, on n'a bien sûr rien du tout. Alors, pour essayer d'anticiper un peu la manière dont ça va se passer, là aussi, on va vous faire un petit rappel avec les cavaliers du 2e régiment de chasseurs à cheval, pardon.
sur les OIV. Comment ça marchait, donc la loi de 2005 en France sur les OIV? On a été regardé dans la partie réglementaire, c'est-à-dire les décrets qui ont été pris en application de la loi de 2005 et qui sont aujourd'hui codifiés dans le Code de la défense. Vous voyez, décision unilatérale, mais d'après les critères là, qui seront imposés par Bruxelles, par l'autorité administrative. L'autorité administrative en France, c'est le Premier ministre qui délègue pour ça. En tout cas, en matière de sécurité des systèmes d'information, c'est l'ANSSI qui prépare la liste. Là, pour les entités critiques, je ne sais pas encore qui va désigner ça. Mais ce qui était intéressant dans le système des OIV français, c'est que les arrêtés de désignation n'étaient pas publiés. Ils étaient notifiés aux entreprises concernées, donc qui se faisaient classer opérateurs à importance vitale, mais les listes n'étaient pas publiques. Ce n'est pas du secret défense, mais ce n'est pas public. Il ne faut pas en parler, mais ça se sait plus ou moins. Et évidemment, la mauvaise nouvelle, je n'ai pas modifié le phylactère de cette slide, c'était écrit comme ça dans la BD, dans les souvenirs de la Grande Armée. Évidemment, le coût de mise en conformité des OIV, qui se faisaient désigner, donc en qualité des entreprises ou des administrations qui se faisaient classer OIV, eh bien, à la charge financière de l'entité concernée. Donc, je ne vois pas de raison pour que ce soit différent avec la directive entité critique. Vous vous ferez désigner, ce sera financièrement à votre charge dans le respect du calendrier posé par Bruxelles et confirmé par chaque État membre. Si vous voulez en savoir un peu plus, on a déjà une série de présentations en BD que vous trouverez sur technique et droit du numérique. Voilà, on avait déjà fait en 2021-2022 des analyses détaillées de ce que c'est qu'un opérateur d'importance vitale, un OIV, ce que c'était que les services essentiels. Ça, on était sur la directive Nice 1 et on avait déjà anticipé Critical Entities, qui est donc cette directive qui vient d'être abordée et que nous commentons aujourd'hui. Allez, on va rentrer maintenant encore un peu plus dans le concret. Quelles obligations concrètes pour les entités désignées en qualité d'entité critique? Alors, chaque entité critique, vous allez voir, ça marche un peu comme l'État. Donc là, on est bien au niveau de l'entité, évaluation des risques. Donc, on en revient à ce système qui se généralise aujourd'hui dans le monde numérique, mais également dans le monde physique. On commence par faire, ça s'appelle une évaluation des risques. Enfin, c'est une analyse de risque, clairement. Vous êtes désigné comme entité critique. Vous avez 9 mois pour faire votre analyse de risque. Et ensuite, au moins, tous les 4 ans, afin de quoi? C'est quoi cette analyse de risque? Évaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture du service essentiel fourni par l'entité critique. Oui, c'est l'entité critique qui fournit un service essentiel. Ne cherchez pas de cohérence, c'est vraiment écrit comme ça. Retenez l'idée, une évaluation des risques. On ne peut pas se protéger à 100%. On cherche d'abord les éléments les plus graves et la manière dont ça pourrait tourner, on les liste. Pareil que pour l'obligation d'analyse de risque des États, vous voyez, qu'est-ce qu'on doit mettre dans son analyse de risque? Eh bien, les risques naturels et d'origine humaine pertinents, susceptibles d'entraîner un incident, blablabla, les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique et les menaces hybrides et les infractions terroristes. C'est à peu près le même texte, mais là, nous sommes à l'article 12 de la directive. Ça ne change pas. Les mesures de résilience obligatoires à mettre en œuvre par les entités critiques, on a un magnifique catalogue que je vais vous montrer maintenant, et ce sera en fait pratiquement la fin de cette présentation, puisqu'on n'a que les grandes notions. Mais vous allez voir, un A, B, C, D, E, F, en 6 points, vous allez très bien comprendre. Donc, prévenir la survenance d'incidents, donc ça, c'est les mesures de prévention, très bien. Protection physique adéquate des locaux et des infrastructures critiques. Voilà, ça c'est clair. Protection physique. Ensuite, vous avez tout le catalogue classique, mise en œuvre de procédures et de protocoles de gestion des risques. Alors ça, vous allez retrouver cette notion de gestion des risques beaucoup dans DORA, et des crises et des procédures d'alerte. Bref, on commence à préparer des plans au cas où, et si l'incident arrive, on appuie sur le bouton, on déroule les procédures. Donc, on se prépare. On organise également le rétablissement après incident. Et là, vous avez un premier terme qui apparaît toujours, chaîne d'approvisionnement. Ça concerne l'entité qui va être impactée et ça va concerner tous ses prestataires et tous ses fournisseurs. Là, on est bien sur l'aspect physique et vous allez voir dans NIS 2 et dans DORA, ce sera la même chose, la chaîne d'approvisionnement.
la fameuse supply chain, là c'est la chaîne d'approvisionnement physique, et ben, tous les prestataires, tous les fournisseurs vont être impactés puisqu'ils devront eux aussi respecter les obligations de protection physique adéquates qui seront imposées par les locaux des infrastructures critiques, des opérateurs critiques. Je suis payé au nombre de fois où j'arrive à glisser le mot critique. Et vous voyez, on termine par un truc qui est quand même assez étonnant, sécurité liée au personnel. Et vous avez, je vous en passe le détail, des obligations tout à fait particulières de surveillance et d'enquête sur les hommes/femmes clés des entreprises qui peuvent accéder aux aspects critiques des infrastructures, donc au cœur du dispositif, avec établissement de droits d'accès aux locaux, donc physiques et nécessairement numériques, aux infrastructures critiques, évidemment, et aux informations sensibles. Donc, vous voyez, un volet d'accès aux informations qui seront principalement numériques. Il faudra que ce soit également pris en compte dans la protection physique des bâtiments, des installations et compagnie. Et maintenant, systématiquement, dans tous ces textes européens, des obligations de sensibilisation ou de formation des personnels concernés par toutes ces mesures. Voilà, je m'arrête là pour cet aperçu un peu rapide de la directive entité critique. On vous en dira probablement un peu plus quand on aura la loi de transposition, donc qui est attendue à partir de, ouais, à mon avis, celle-là, elle va sortir au dernier moment. Donc on va la voir vers septembre, octobre 2024. Vous avez encore un peu de temps. À partir de la semaine prochaine, on aura le plaisir de démarrer une série de 6 épisodes qu'on vous a vraiment tronçonné, parce que là, le texte est violent et difficile à lire. La directive Nice V2, à partir de la semaine prochaine, épisode 1. On va essayer de comprendre pourquoi, après avoir eu la directive Nice 1 en 2016, fin 2022, on adopte une nouvelle directive qui est quand même assez largement réécrite. Nous vous offrons toujours, si vous vous embêtez, un service d'audit flash et gratuit de vos contrats IT B2B. Vous n'hésitez pas, vous allez sur technique et droit du numérique, vous trouverez l'onglet flash, l'onglet audit flash. Vous nous glissez votre document en PDF ou en Word sur la page web et on vous répond dans les 48 heures avec une justification de notre analyse de vos contrats. Voilà, c'est tout pour cet épisode et ce sera tout pour la directive entité critique. Merci encore de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en vidéo plus BD où on se focalisera sur la sécurité des systèmes d'information. Ça vous fait déjà envie, à nous aussi. À bientôt!